Alors, une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, Grégoire, qu'est-ce que ça vaut? Personnellement, je trouve que ça vaut de l'or. Ça m'a rappelé deux alexandrins qui sont mes préférés. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et J'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Musset, ça date de 1835. Et je peux dire que ces deux alexandrins sont eux-mêmes devenus immortels tant la complainte d'une affaire de famille est belle. C'est la 13e réalisation d'Hirokazu Koreeda et elle lui a valu la Palme d'Or du jury à Cannes en 2018. Je dirais que c'est. Alors, en le voyant, ça a des faux airs de Germinal Nippon en fait. Mais il faut voir à travers ce film une exploration minutieuse de la filmographie du réalisateur qui revisite et condense tous les thèmes de prédilection de cet homme, à savoir l'enfance abandonnée, les liens sororaux, les liens familiaux ou l'humanité des marginaux qu'on avait déjà vu dans Tel Père, Tel Fils en 2013, autre palme d'or du jury de Cannes. Alors, le cinéma de Koreeda est très reconnaissable, que ce soit dans le style ou dans le traitement. Une affaire de famille n'a pas l'air de proposer quelque chose de fondamentalement différent, et pourtant, d'après toi, c'est son chef-d'œuvre. Alors, c'est vrai qu'en apparence, si on reprend quelques éléments, tout suggère que Koreeda se contente de labourer le même champ d'expression qu'il a moissonné à de maintes reprises. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Mais d'une part, on a un synopsis hyper classique. Dans la banlieue nord de Tokyo, un groupe de marginaux essaye de joindre les deux bouts. Ils reprennent de prime abord tous les éléments d'une famille, même si ce n'en est pas une. Ils n'ont aucun lien de sang, en fait. Un soir, au retour d'une énième expédition de vol à l'étalage, comment il s'appelle déjà, Osamu et Shota, donc on associe un père et son fils, vont rencontrer une petite fille, Yori, qui semble livrée à elle-même. Ils la ramènent chez eux et lorsqu'ils découvrent qu'elle a été victime d'abus et de violences physiques, les Shibata décident de la garder et en gros c'est cette décision qui va modifier leur quotidien et lancer le film en quelque sorte. D'autre part, on a dans la construction de ce long métrage une sorte de reproduction mécanique du traitement type Koreeda, à savoir tisser lentement des liens en fait entre des protagonistes avant de les séparer. Sans oublier que il y a quand même des scènes à l'intérêt douteux. On multiplie effectivement les scènes de bain, d'achat de vêtements, de repas de famille, qui créent une sorte de pseudo-identification un peu biaisée, un peu forcée du spectateur au clan des Shibata, donc les personnages qu'on suit. Mais moi je trouve que ces lourdeurs et maladresses sont vite pardonnées tant la prestation est globale est belle en fait, elle est puissante, elle est propre. D'une part, on a la prestation de tous les acteurs qui est incroyable d'un point de vue comportemental, d'un point de vue la gestuelle en fait est incroyable. Par exemple la grand-mère Kirin Kiriki qui est décédée en septembre dernier, elle signe une prestation inouïe. Je pense qu'il y a un symbole qui reflète bien la profondeur incroyable de ce film, c'est la confession finale de Nobuyo, la mère de famille trentenaire, enfin qu'on associe à mère de famille trentenaire, qui va en fait constituer le moment le plus bouleversant, en tout cas le moment qui m'a le plus bouleversé dans ce film. Et en fait, pour la première fois avec une affaire de famille, Koreeda paraît prendre conscience que son traitement habituel de la cellule familiale est devenu attendu et donc banal. Et résultat, on a une mise en scène qui est épurée et qui est bien plus efficace, avec une caméra qui est souvent placée au cœur de la famille, et c'est exactement l'endroit où il fallait la placer. Ça crée des scènes fabuleuses. Il y a une scène de bus qui est vraiment très émouvante et qui, moi, m'a fait pleurer, même si je suis un peu fleur bleue devant les films, faut bien l'avouer. Koreeda rompt donc dans cette réalisation avec sa propre lignée cinématographique dont on retenait souvent la tendresse et la platitude finalement, et j'ai trouvé qu'il livrait une œuvre dure à l'écriture très douloureuse mais qui est incroyablement réaliste et puissante en fait. Il faut aussi dire que le film sort dans un contexte un peu particulier. Certes, effectivement, Shinzo Abe a refusé de serrer la main du réalisateur, par exemple. En fait, ici, c'est que Koreeda prétend que ce n'est qu'une chronique familiale dans un Japon en crise économique, mais c'est bien plus que ça. Ce film témoigne en fait d'une colère profonde du réalisateur qui va lier une dimension politique très forte à l'épopée de son clan. On prend pleinement conscience de cette dimension politique tout au long du film. La scène d'ouverture est elle revêt des airs burlesques en quelque sorte, quand on voit un petit enfant aux cheveux longs qui glisse des sacs de nourriture dans son sac tandis que son père fait écran, mais la farce s'arrête abruptement, immédiatement, cette famille est vite rattrapée par la dureté de son quotidien, par la justice. On a une scène en plein milieu du film qui est une sorte d'îlot utopique tout simplement. La famille passe une journée à la plage.
Et cette journée se déroule au mieux, on a l'impression que c'est une vraie famille, sauf que elle ne fait, en fait, quand on voit la suite, cette scène ne fait que renforcer le réalisme implacable avec lequel Koreeda traite la dure réalité de ces marginaux. Elle est crépusculaire. C'est ça, absolument. Et je dirais si ce long métrage en dérange plus d'un, coucou Shinzo Abe, c'est précisément parce qu'il dépasse en fait la seule dénonciation sociale d'un cinéaste un peu décalé par un processus continu de déconstruction. Koreeda questionne et bouleverse de nombreuses dimensions sociétales et politiques, donc la famille forcément, mais également la frontière entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et il pousse même la réflexion jusqu'à confronter la loi, l'ordre et je dirais l'exigence de justice à un assouvissement des besoins et des désirs pour une famille qui ne vole que des produits de première nécessité. C'est un choix fort et un choix clair auquel procède ce réalisateur, et ça se ressent tout au long du film. Un film qui encore une fois est très dur, réaliste et profondément douloureux. Et alors ça m'a rappelé une autre phrase de Camus. Et on finira peut-être là-dessus. On finira là-dessus. C'est les héros ont notre langage, nos forces, nos faiblesses. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre, mais eux du moins courent jusqu'au bout de leur destin, et il n'est jamais de si bouleversant héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion. Et honnêtement, c'est une phrase qui correspond à merveille à ce film, parce que les Shibata, c'est une famille de héros modernes. On pourrait peut-être aller même jusqu'à parler d'anti-héros, mais leur destin, moi, c'est le film qui m'a le plus touché durant les dernières années. Eh ben merci Grégoire pour ta critique. Benjamin voulait réagir. Oui, tu as dit que c'était subversif, mais t'as pas dit pourquoi. Alors subversif. Ne grillons pas toutes les cartouches, mais effectivement, oui, on peut aborder ça. Disons que le Japon le déteste. Pourquoi ? Parce que la famille, c'est sacré. Une partie du Japon le déteste, pas tout le Japon. Le film, il a quand même marché. Oui, dans les cinémas ça a marché, mais c'est juste le Premier ministre qui a fait oula. Mais c'est plus la pauvreté qui pose problème. J'ai eu la chance d'être sur place quand il est sorti. Personne n'en parlait, c'était ouf. Mais les Japonais ne parlent jamais des films. Ça, c'est un truc, à chaque fois que je vois des grosses sorties de films, entre eux, ils en parlent pas, ils disent pas qu'ils vont aller voir, et pourtant les salles sont remplies. Ça, c'est assez bizarre. Disons qu'on l'a dit, on l'a redit, on l'a redit, mais là-bas, la famille, c'est sacré, quoi. Il faut dire amen aux anciens et respecter les liens familiaux. Vraiment, le message de ce film, c'est que on l'a choisi. On peut aller faire du pipe show avec un pull tueur de puceaux. On vole et tout. On peut créer des liens autour du vol à l'étalage, ce genre de choses. Ne faites pas ça chez vous, le film. C'est pour ça qu'il y a une grande subversivité. Il y a quelques répliques, je pense, qui dérangent aussi, notamment la grand-mère qui dit quand on choisit sa famille, on ne se fait jamais de faux espoirs. Ou la mère qui dit à un autre moment, alors un débat avec la grand-mère, elle explique qu'on peut choisir sa famille et qu'à ce moment-là, les liens familiaux seront encore plus forts. Donc peut-être que ça aussi, ça a pu déranger comme image de cette... Je sais pas. Non, je sais pas trop. Moi, la seule chose qui m'a interpellé dans ta critique, c'est que tu dis que des gens trouvent que le cinéma du USA, c'est quelque chose de beau et de familial. Ils ont pas vu ces films. Enfin, ça traite du divorce, ça traite de Koreeda. De Koreeda, mais enfin, ça traite du divorce, ça traite des enfants abandonnés. Enfin, pour moi, c'est jamais un cinéma parler d'une intention poétique. Oui, il y en a une, mais elle a toujours été là. Il y a des espoirs et de la lumière, justement, dans ces films qui traitent de sujets difficiles. Ouais, alors, dans Ma petite sœur, à la limite, parce que un père de famille, l'espoir, il arrive qu'à la fin. Après la tempête, l'espoir, il est. Il y a de la lumière quand même, tu vois. Dans une affaire de famille, il y a de la lumière. Mais dans tous les films, il y a de la lumière. Et le mot lumière sera le mot de la fin. Merci, Cédéto. Je suis désolé, il faut qu'on avance. Johnny Hallyday, c'est la lumière. Non, le feu. Johnny Hallyday avec nous. C'est fantastique ce qui est en train de se passer, j'adore. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.